Bienvenue dans le podcast Becoming, le podcast des gens qui souhaitent emprunter la route du succès. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité, Suzanne Aladessamni, une accompagnatrice de carrière qui nous donne les outils concrets et nécessaires pour pouvoir avancer et prospérer dans notre carrière. Elle nous explique son cheminement d'employé à freelancer et nous donne aussi sa nouvelle perspective dans sa carrière en tant que nouvelle maman. Sans plus tarder, je vous laisse écouter cette interview avec Suzanne Aladessamni, accompagnatrice de carrière. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci beaucoup Géraldine. Ça va, alors tu m'as dit que tu étais accompagnatrice de carrière. Tout à fait. Pourquoi tu t'es lancée en tant qu'accompagnatrice de carrière ? Très bien. Alors en fait, ça a été la résultante de 20 années de carrière dans les ressources humaines, où j'ai fait pas mal de choses, du recrutement, de l'accompagnement, des plans de formation. Et je m'étais dit, 20 ans que je travaille dans les ressources humaines avec l'opportunité de me lancer comme indépendante, c'est l'occasion de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire accompagner les gens dans leur carrière et leur permettre aussi de se réorienter s'ils ont déjà un job en fait. Et donc en fait, pourquoi ? Parce que là tu es freelance. Absolument. Pourquoi tu étais employée avant ? Tout à fait. Et pourquoi tu as changé de mode d'employé à freelance alors ? Alors, j'aurais dû changer déjà il y a bien longtemps parce que beaucoup de monde me disait tiens, lance-toi comme indépendante, lance-toi comme freelance. Mais il y a quand même un confort quelque part. On est rassuré d'avoir son petit CDI, d'avoir son petit salaire qui tombe tous les mois. Mais après 20 ans où personnellement je me suis solidifiée dans mes compétences, j'ai vraiment confirmé certains skills. Je m'étais dit, il est temps, c'est le bon moment pour moi. Je peux lancer mon activité en tant qu'indépendante, lancer ma société. Et c'est parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui pour le faire. Pour le faire, donc tu penses qu'il y a 10 ans, ça serait compliqué de pouvoir le lancer toute seule ? Ou c'est quelque chose qui était au fond de toi depuis très longtemps ? Pour être honnête, je crois que c'était au fond de moi. Il fallait peut-être juste un moment pour que je sois suffisamment en confiance pour me lancer. Mais pour être honnête, je pense que ça faisait très longtemps que ça se mijotait quelque part. Est-ce que ça a été progressif à le moment où tu t'es dit, ok, là, je suis prête ? Ou c'était tu as eu un déclic, tu dis, non, là, c'est bon, je me lance à mon compte ? Alors, je dirais que ça a été progressif pour commencer parce que pendant toutes ces années, j'ai eu ce privilège de rencontrer beaucoup de gens et beaucoup de freelance. Donc, j'ai un peu compris comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Donc là, je dirais qu'il y avait une certaine progression pour que l'idée soit suffisamment mature dans mon esprit. Mais effectivement, un jour, un bing bang s'est produit et je m'étais dit, ça y est, je suis prête. Je vais téléphoner à des intermédiaires qui vont pouvoir m'aider à trouver mes premiers clients, ma première mission. Mais ça y est, je ne fais plus machine arrière, je suis prête. Et c'est quoi ce Big Bang ? Alors en fait, lors de ma dernière fonction en tant qu'employée, je m'étais rendu compte qu'il était temps pour moi de faire autre chose, sauf que ce n'était pas encore clair quoi. Quitter mon employeur, travailler pour une autre société, c'était une évidence parce que j'avais, selon moi, fait le tour, donc c'était assez. Par contre, je m'étais dit, mais on ne va pas faire le même setup comme depuis ces 20 dernières années, c'est-à-dire quitter un employeur pour aller dans une autre société, de nouveau avec un petit CDI. Non, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me donner cette chance d'ouvrir ma société, avoir mon numéro de TVA et ne plus avoir ce lien de subordination avec mon employeur, mais être au même niveau et d'être fournisseur pour des clients. Donc j'ai vraiment eu ce déclic lors de mon dernier job en fait. Est-ce que entre-temps, du moment où tu as décidé de te lancer en freelance, tu as eu des challenges ? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit « Ah non, je veux retourner en tant qu'employé » parce que c'est effectivement, comme tu me dis, le CDI, tout est calme. Est-ce que tu as eu des moments où tu voulais juste... Alors, je dois dire que dans la balance, j'étais quand même très très heureuse d'être enfin indépendante. Mais oui, tu as raison, Géraldine, il y a toujours des moments de doute, des moments où on se demande si on va y arriver. Ma toute première mission, donc mon tout premier gros client, je me suis vite rendu compte que toutes les responsabilités, toutes les charges m'incombaient. Par exemple, l'administration.
Je dois tout faire, je dois me verser un salaire, je dois payer moi-même mes taxes, payer moi-même ma sécurité sociale, payer mes assurances médicales. C'est toutes des choses que tu ne dois pas faire quand tu es employé avec un CDI, évidemment. Beaucoup de paperasse administrative, faire ta comptabilité, faire tes exercices fiscaux, tu dois tout faire toi-même. Et tu dois également payer un comptable, tu dois aller chez le notaire. Donc c'est toutes des activités, c'est en fait maintenant ta responsabilité en tant qu'indépendant. Au départ, j'étais pas tout à fait confortable, mais après, si tu veux, à force de refaire les mêmes exercices, ça roule. Il faut juste être bien organisé. Et tu m'as parlé de ta niche. Quel est ton client, le parfait client? Quel est-il pour toi? Alors, le parfait client, je dirais que c'est le client qui a envie de co-créer. C'est-à-dire que même si j'ai 20 ans d'expérience, même si j'ai rencontré beaucoup de gens, je suis allée dans pas mal d'endroits, j'ai vécu beaucoup de choses, c'est pas trop mon truc d'arriver avec des solutions clés sur porte. J'ai plutôt envie d'expliquer à mes clients, ben voilà, on a un spectre, une panoplie d'opportunités, mais ce serait bien en fait de co-créer, de réfléchir ensemble à la solution qui serait faite pour vous. Et pour moi, le client parfait, c'est le client qui a cette ouverture d'esprit en fait. Ce client qui a envie d'investir, de mettre de l'énergie pour créer ensemble. D'accord. Tu m'as dit aider les personnes d'origine africaine. Oui. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Eh bien, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Comme je le disais, ces 20 dernières années, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai eu des très bons moments, mais évidemment, j'ai eu des moments beaucoup plus challenging. Ces moments challenging, aujourd'hui, c'est une problématique que je connais très bien, une problématique que j'ai envie de dire que je maîtrise en tant que faisant partie de la population afrodescendante de Belgique. Et donc, du coup, comme je connais bien cette problématique, clairement, je voudrais pouvoir accompagner les personnes qui sont actuellement dans des situations que j'ai très très bien connues. Donc, situation que tu as bien connue, dis-moi, en 2025, aujourd'hui, tu veux me dire qu'il y a toujours des discriminations? Alors, je n'irai pas jusque-là, j'ai pas envie d'utiliser le terme de discrimination, mais bien sûr, il y a toujours des difficultés et il y a toujours des défis. Ça, c'est clair. Par contre, je suis convaincue que quand on se donne les moyens, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit arabe, de confessions religieuses différentes, autres, quand on se donne le moyen, on peut clairement y arriver. Mais pour ça, il faut un plan précis. Et ça, c'est clairement le cœur de mon activité d'accompagnatrice de carrière. D'accord. C'est un très beau travail. Donc moi, tu sais, je me demande, est-ce que quelquefois la limite ne se trouve pas dans la tête de la personne plutôt que dans l'employeur à certains moments, et peut-être que toi, à ton niveau, tu lui apprends à lui faire comprendre qu'il n'y a pas de limite en fait. Tu as vraiment mis le doigt dessus, Géraldine, c'est vraiment ça. Il y a le concept des croyances limitantes. C'est un concept que je n'ai absolument pas inventé, mais effectivement, les limites qu'on se crée vont clairement finir par devenir des obstacles dans nos vies, dans notre carrière. Donc déjà, pouvoir aider l'individu à surmonter ça, à surpasser ça et à enlever de son esprit toutes ces pensées limitantes. Après, oui, le contexte, la situation est comme elle est. Le contexte, il est comme il est. Je ne vais pas dire que, voilà, vous inquiétez pas, vous êtes noir, mais les gens ne le verront pas, ça ira facilement. Ça, je ne vais pas dire non plus. Il y a quand même des défis réels et on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais on va déjà pouvoir s'aider si on éradique, si on efface à tout jamais toutes ces pensées limitantes qu'on se crée en fait. Et donc, lorsqu'une personne vient dans une séance de coaching, comment ça se passe avec toi? Alors, plutôt d'accompagnement. Voilà Géraldine, merci beaucoup. Donc oui, je refuse d'appeler ces activités, ces sessions comme coaching, parce que je ne suis pas coach. Les coachs sont en principe et par définition certifiés, et c'est un métier vraiment à part. Donc je ne suis pas coach, mais effectivement, il s'agit d'accompagnement. Alors, l'accompagnement, comment ça se passe? En général, c'est 2 sessions. La première session, c'est plus faire connaissance.
Faire connaissance l'accompagnateur ainsi que l'accompagné, mais c'est surtout l'accompagné envers l'accompagné. Il doit pouvoir comprendre quel est son désir, quelle est son ambition, le comprendre, mais aussi le formuler. Et je l'expliquerai plus tard, mais ça, c'est vraiment le cœur, c'est très très important. Et ensuite, il doit pouvoir savoir qui il est. Donc dans la première session, il y a, si tu veux, des questionnaires à compléter où l'individu va pouvoir spotter, comprendre, ok, maintenant, je connais ma personnalité de manière générale. Et le deuxième test, c'est plus le style de leadership, le style de management. Ok, je connais ma personnalité au travail, ma personnalité professionnelle. Et une fois qu'on a toutes ces réponses-là, hop, on passe à la deuxième partie, la deuxième session, où là, on est vraiment dans le cœur du sujet, où si c'est une personne qui a envie de se lancer comme indépendant, eh bien voilà, quelles sont les questions administratives, financières, mais aussi de contenu qu'on va pouvoir régler ensemble. Et si c'est une personne qui a déjà un travail, mais qui a envie de se réorienter, eh bien voilà, pourquoi est-ce qu'il a envie de se réorienter, vers quoi il a envie de se réorienter. Et c'est des choses qu'on peut voir ensemble lors de la deuxième session. Donc voilà. Est-ce que tu as des success stories, une personne que tu as orientée et tu trouves que c'est une success story? Ah oui. Eh bien écoute, j'en ai plusieurs, mais si je dois en choisir une, et ça m'a vraiment beaucoup touchée, tu sais, en tant qu'accompagnatrice, quand plusieurs mois plus tard, la compagnie te téléphone en te disant, écoute, je dois te dire que, in fine, si j'ai un job, c'est grâce à toi, parce que j'ai répété A plus B, tout ce que tu m'as expliqué, je l'ai répété lors d'un entretien, et c'est comme ça que j'ai eu le job. Waouh, moi, je suis très, très, très heureuse, je suis très, très fière. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire que avec un accompagné, on a vraiment travaillé la formulation de son désir professionnel, les ambitions qu'il avait pour sa carrière, on l'a formulé, on l'a même répété, on l'a mémorisé 10 fois. Et quelques semaines après, bien voilà, il a été retenu pour un entretien, son CV a été retenu pour un entretien, et lors de cet entretien, le recruteur lui a demandé, ok, très bien, mais comment est-ce que je sais que vous sortez du lot par rapport aux autres candidats? Comment vous différenciez des autres candidats? Eh bien, il a formulé cette ambition, il a reformulé le désir qu'on avait appris par cœur. Et là, le recruteur a été séduit et il s'est dit, ok, vous êtes la personne qu'il nous faut. Donc là-dessus, j'étais quand même très, très contente. Super, super. Et donc, quelles sont les compétences qu'une personne qui recherche un travail doit développer en fait? Ah, très bonne question. Alors bon, déjà, il faut différencier deux types de compétences. Il y a des compétences interpersonnelles qu'on appelle les soft skills et il y a des compétences techniques qu'on appelle plutôt les hard skills. Les compétences interpersonnelles, les soft skills, ça le dit tout de suite en fait. C'est plus lié à ta personnalité. Comment est-ce que tu vas interagir avec les autres, comment est-ce que tu t'organises, comment tu réagis face à une nouvelle instruction ou un dossier difficile. Ça, c'est plus les soft skills, ton style de communication. Les hard skills, c'est technique, et là, c'est d'un métier à l'autre. Voilà, si tu travailles en tant qu'executive assistant, oui, on va te demander d'être très bon ou bonne en Word. Si tu es comptable, la base, c'est de connaître la comptabilité double et d'être très très bon en Excel. Ça, c'est vraiment des compétences techniques qu'on ne va pas voir ensemble parce qu'on part du postulat que l'accompagné l'a déjà. Par contre, ce qu'on va surtout développer, c'est les compétences interpersonnelles et ça va permettre à l'accompagné de mieux se vendre sur le marché et d'avoir confiance. D'accord, donc les compétences interpersonnelles sont plus importantes que les hard skills, en fait, c'est ça? Alors, je dirais que c'est souvent les compétences interpersonnelles qui manquent parce que les compétences techniques, on les a. Je veux dire, on a fait des études en comptabilité, très naturellement, on va se diriger vers des jobs en compta. Oui. Les compétences techniques, on les a, et c'est pas dans l'accompagnement qu'on va les développer. Les compétences interpersonnelles, c'est vraiment très très important parce qu'on va pouvoir retravailler le style de communication, on va pouvoir développer les techniques pour pouvoir interagir avec l'autre. Pour te donner un exemple concret, un commercial ou un assistant commercial, eh bien en fait, ce qui est très important, c'est la manière dont il va interagir avec le client.
Et c'est ça qui va faire que le client va vouloir signer le contrat ou pas. Et donc ces choses-là, on va pouvoir faire ça ensemble en fait. D'accord. Et donc maintenant, tu sais, on est à l'ère de ChatGPT. Oui, Est-ce que que... j'utilise beaucoup d'ailleurs. Je veux dire, parce que toi tu es recruteur aussi. Oui. En tant que recruteur, comment tu penses que les choses vont se passer en fait quand les personnes vont commencer à postuler à un poste? Est-ce que ChatGPT sera pris en compte? Comment on va faire les choses en fait? Très bien. Alors, déjà, moi, je suis très heureuse qu'un système comme ChatGPT existe. Le développement de l'intelligence artificielle, voilà, c'est clairement une tendance, c'est la mouvance actuelle, et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère qu'on aura encore l'occasion de faire une interview, mais on pourra en parler encore plus. Bien sûr. Donc voilà, je suis très très contente qu'il y ait enfin cette plateforme accessible à tous. Et sache que l'intelligence artificielle, ChatGPT, est utilisée fortement par les candidats quand ils postulent, mais c'est aussi utilisé par les recruteurs. D'accord. Tout à fait. Alors, pour les candidats, c'est génial parce que c'est la possibilité pour eux de mettre au point un CV ou d'adapter un CV de manière à l'avoir vraiment bien. Donc c'est très très utile. C'est aussi la possibilité de s'entraîner à un entretien parce que Chat va pouvoir te sortir la liste des questions et toi tu vas pouvoir te préparer, t'entraîner. Donc c'est très très positif. Mais pour le côté recruteur, l'intelligence artificielle te permet de screener un bon nombre de CV en un rien de temps. Il faut savoir que les recruteurs, la plupart, utilisent un système en fait où il y a des mots-clés qui apparaissent dans la job description. D'accord. Et on veut s'assurer que ces mots-clés reviennent dans les CV qui seront retenus. Okay. Ça, c'est une manière en fait de sélectionner très très rapidement des CV. Donc c'est très très utile. Ça, c'est un logiciel qui le fait, c'est ça? C'est pas spécialement un logiciel, tu peux très bien utiliser Word aussi pour le faire, hein, ou même en Excel, hein, il te fait un control search, un control find, et tu mets le mot-clé et très vite, les CV qui n'ont pas ces mots-clés ne seront pas retenus, ceux qui les ont, ils seront retenus. Donc voilà, ça peut paraître très abrupt, peut-être un peu trop direct et pas assez humain, mais c'est une technique comme une autre pour pouvoir faire le tri parmi des centaines et des centaines de CV qu'un recruteur peut recevoir tous les jours. Donc l'intelligence artificielle, je dirais, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs, c'est fort utilisé. Même au début, moi je me rappelle que je refusais. Je refusais de postuler avec ChatGPT et je me suis dit, mais s'il se rend compte que c'est un robot qui le fait et tout le reste. Mais en fait, tu me fais comprendre que le recruteur utilise aussi. Donc en fait, oui. Si ça peut aider, Si ça peut aider, on l'utilise. Le recruteur l'utilise aussi pour avoir sa liste de questions. Le recruteur l'utilise aussi pour peut-être mieux comprendre une job description. Tu sais, parfois, il y a des profils techniquement peu digestes, peu faciles à comprendre. ChatGPT peut permettre aux recruteurs de mieux comprendre la job description. Donc, c'est utilisé des deux côtés. Donc voilà. Là où Chat, effectivement, où ce serait peut-être pas tout à fait correct de l'utiliser, c'est... voilà, on a reçu un business case par exemple en tant que candidat, j'ai été retenue, j'ai fait 3 entretiens et là ils veulent me faire un business case. Là où ce serait pas tout à fait correct, c'est d'utiliser ChatGPT pour résoudre complètement le business case. D'accord. Ce serait mieux de commencer à le résoudre, à avoir ses propres solutions et puis de demander à Chat de peaufiner le texte ou de peaufiner le look and feel de la présentation PowerPoint. Là, c'est intéressant d'utiliser Chat. D'accord. Mais utiliser Chat pour sortir carrément des réponses que tu es censé produire toi en tant que candidat, là je vois effectivement certaines limites. Ok, ça va. Donc, une personne, alors moi je me mets dans la tête d'une personne qui cherche un boulot et qui est complètement découragée, que ça fait longtemps qu'elle cherche dans son domaine et elle ne trouve pas. Quelles étapes en fait, comment elle doit s'y prendre pour pouvoir arriver en fait à décrocher un entretien et après avoir décroché cet entretien, décrocher le boulot en fait. Ah Géraldine, ça c'est une très très bonne question et c'est une question qui touche un bon nombre de la population et en plus dans toutes les strates, dans tous les niveaux et dans tous les métiers quelque part.
Quand je dis tous les niveaux, je pense surtout à des niveaux générationnels. On croit que c'est souvent les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui sont fraîchement diplômés, qui ont encore plus de difficultés sur le marché de l'emploi. Mais c'est pas vrai, il y a des gens, ils ont travaillé 30 ans dans la même boîte, très fidèles, religieusement aller tous les matins vers la même société, et un malheur leur tombe dessus, ils perdent leur job. Du jour au lendemain, ils doivent se débrouiller, trouver un autre job. Et c'est compliqué là aussi. Donc je dirais que la première chose, il faut avoir en fait cette ouverture d'esprit, d'accepter de se faire aider. Il y a des coachs, il y a des accompagnateurs, il y a des conseillers partout aujourd'hui. Ces conseillers, on peut les trouver au niveau des institutions comme l'ONEM, Actiris, les bureaux de chômage. Là, il y a des conseillers et c'est gratuit. Les coachs, les accompagnateurs sont disponibles aussi. Et donc déjà, accepter de se faire aider par des professionnels. Ça, c'est déjà une très très bonne chose, une bonne piste. Ça va aider de manière concrète, mais ça va surtout rassurer les gens. Ils vont se sentir beaucoup plus soutenus dans leurs recherches et éviter de se dire que comment ça se fait que je ne trouve pas, pourquoi moi je dois être la seule à ne pas trouver. Ce n'est pas vrai. Et rien que le fait d'être aidé, on va vite se rendre compte que c'est une difficulté générale en fait, finalement. Donc déjà accepter de se faire aider. D'accord. Et accepter de se faire aider. Et donc, après l'aide, en fait, très bien. Tu dirais de faire quoi? Voilà. Alors, se faire aider, c'est déjà très très bien. Le coach, l'accompagnateur, ils vont vraiment suivre une certaine méthodologie pour déjà formuler, comprendre, ok, tu dis que tu cherches du travail, mais tu as envie de faire quoi exactement? Et c'est quoi aussi tes compétences techniques, interpersonnelles? Et avec les informations, ces détails-là, ces réponses-là, on va pouvoir tout doucement, telle une pâte à plasticine, modeler et avoir finalement un panel de jobs qui conviendrait à cet individu. Une fois qu'on a cette liste, on peut commencer tout doucement à revoir son CV et de se dire, voilà, sur le marché, ça c'est des compétences qui sont vraiment bankable. Ce sont des skills qu'on recherche le plus. Ok. Par rapport à ton profil et ton CV, est-ce que ce sont des compétences que tu as? À quel niveau tu les as? Est-ce que tu as 10 sur 10, 5 sur 10 ou 0 sur 10? Si c'est entre 0 et 5, on va proposer une formation ou de faire des stages pour développer ces compétences qui sont vraiment bankable sur le marché. Et une fois qu'on a développé tout ça, qu'on a pu régler toutes ces choses-là, là on passe à la vitesse supérieure et c'est d'aller à la rencontre des sociétés. Comment est-ce qu'on fait? On postule. On présente son CV avec un beau CV, une belle lettre de motivation et on peut aussi aller voir des agences de recrutement et de sélection et ça aussi c'est une belle manière en fait d'aller à la rencontre des employeurs. Super, mais alors dernière question, pas dernière, avant-dernière je pense. Maintenant tu es maman. Oui, maman d'un petit garçon. Merci. Oui, on dit que être maman change notre perception de la carrière. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose pour toi? Complètement, complètement. Et ça m'a encore plus réconfortée, rassurée et reconfirmée que mon move vers une activité d'indépendante, vers le statut de freelance, était clairement ce que je devais faire. Alors, c'est personnel, ça me concerne moi. Peut-être qu'une autre maman qui travaille, elle va se dire finalement je fais bien d'avoir ce job depuis 15 ans ou je fais bien d'avoir toujours des CDI. Voilà, c'est très personnel. Mais moi, dans mon cas, clairement, ça m'a réconfortée parce que depuis que je suis maman, je vois les choses différemment. J'ai une autre perspective quant à la vie et quant à ma carrière. Je la vois de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple que ce que je pensais. Et le fait d'être freelance, oui, il faut pouvoir être encore plus ouvert, plus flexible. Donc oui, je pense que là, en tout cas depuis que je suis maman, je suis encore plus sûre que le job d'indépendant me convient. Ça te convient plus. Alors, pour finir, imagine que tu as en face de toi quelqu'un qui cherche depuis très longtemps un boulot. Ça fait au moins... ça fait quelques années qu'il cherche un boulot dans son domaine, mais il ne trouve pas. Oui, tout à fait, c'est possible. Qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, très bien. 1, de ne pas se décourager. 2,
manifestement, il s'est dirigé vers des portes qui n'étaient pas ouvertes pour lui. Il faut pouvoir développer les moyens pour ouvrir ces portes, pour trouver la clé. Alors, la question c'est, ok, chère accompagnatrice, comment je fais pour trouver cette clé ? Il faut commencer par avoir un véritable plan. Le plan, c'est un début et c'est une fin. Le plan est une boussole. Ça te permet de ne jamais dévier, de ne pas être distrait et d'aller dans des directions qui ne sont pas bonnes. Le plan, c'est la direction. Alors je dirais que pour les personnes qui cherchent un travail depuis longtemps, et oui, tu as dit même des années, ça existe, c'est vrai. Dans ce plan, la première chose, c'est de commencer par le commencement, c'est de se dire, ok, quel genre de job j'aimerais bien faire et quelles sont les compétences que j'ai. Est-ce que mes compétences matchent avec ce qui est demandé dans les types de jobs que j'aime bien ? Si oui, tout va bien, on continue. Sinon, alors j'essaye de comprendre où est-ce qu'il y a un gap. Et s'il y a un gap, comment est-ce que je fais pour combler ce gap ? Et en général, c'est des plans de formation qu'il faut. D'accord. Des plans de formation. Alors, ou bien suivre des cours, avoir des certifications, suivre des formations même sans certification, ou même accepter de faire des stages. Les stages, c'est très intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'élargir ton réseau, faire connaissance avec des futurs employeurs potentiels. Donc les stages, ça peut être très très bien aussi. Ok. Non, super. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais manifestement, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Il faut peut-être penser aussi que c'est possible, avoir le mental dans la tête. Et je pense que c'est là que toi, en tant qu'accompagnatrice, tu viens pour permettre à la personne de comprendre que c'est possible. Tout à fait. Alors, avec une certaine limite, si tu veux, les personnes qui vont t'aider à vraiment répondre à cette question et te confirmer que c'est possible et pourquoi c'est possible, c'est plutôt les coachs qui font ça. C'est plutôt les coachs. Par contre, les personnes qui vont te dire que c'est possible, t'aider à avoir un plan, te diriger vers les portes ouvertes, ça c'est l'accompagnateur et c'est ce que je fais. Okay, voilà. D'accord. Donc il y a quand même une différence. Donc le coach encourage et l'accompagnateur. Oui. Et l'accompagnateur, si tu veux, met un plan concret. Le coach, c'est plus vraiment, il a les bonnes méthodologies, il a les bonnes techniques pour retrouver ce courage. Voilà. Quand quelqu'un est vraiment au fond du fond, très désespéré, je dirais que le coach ira plus loin pour retrouver le courage. L'accompagnateur, c'est ok, il nous faut un plan, comment est-ce qu'on va faire ce plan, comment on va pouvoir le mettre en place, quoi. Donc c'est pas exactement la même chose. Oui. D'accord. Et un freelance, quelqu'un qui travaille en tant un CDI et veut se lancer. Toi, tu t'es lancé et la personne a peur de se lancer. Qu'est-ce que tu dirais pour l'encourager ? Il faut y aller. Attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dis ? Voilà. Bon, certainement pas, il faut y aller, certainement pas. Si cette personne a peur, la première chose, c'est de savoir, ok, mais qu'est-ce qui te fait peur exactement ? Est-ce que c'est l'insécurité financière, l'insécurité professionnelle, donc ne pas être sûr de à chaque fois trouver des clients ? Est-ce que c'est tout simplement, ne plus avoir cette sécurité sociale ? Qu'est-ce qui fait peur exactement ? Une fois qu'on a répondu à ces questions, l'idée c'est, une fois que tu sais ce qui te fait peur, comment tu fais pour éradiquer cette peur, pour la faire disparaître ? Si c'est l'insécurité financière, je dirais que tout simplement, tu commences que quand tu es sûr que ça fonctionne bien. On commence petit à petit. C'est pour ça qu'en Belgique, ce qui est génial, c'est que tu peux d'abord commencer avec des activités d'indépendants complémentaires avant de te lancer à 100%. Ceux qui se lancent à 100% un peu les yeux fermés, il faut faire ce qu'on appelle un plan financier. D'accord. Voilà, ça c'est tous des systèmes, tous des mécanismes pour pouvoir te protéger et faire face justement à ces peurs. L'insécurité professionnelle, donc se demander est-ce que j'aurai toujours un travail, oui, là aussi, il faut aller de manière incrémentale. Il faut y aller petit à petit. Commence avec un client, tu consolides ce client, essaye d'en trouver un deuxième, un troisième, un cinquième. Voilà, de manière incrémentale. Et ça va pouvoir sécuriser en fait, donner ce sentiment de sécurité. Alors la sécurité sociale, donc ce qu'on entend par là, c'est quand une personne est en CDI, il est plutôt à l'aise. S'il doit arriver quelque chose, au pire, il reçoit des indemnités de rupture et le chômage.
Indépendant, malheureusement, quand il n'y a plus de clients, plus de travail, on vit sur ses économies, on vit sur son capital. Eh bien, voilà, là aussi, de nouveau, voir les choses en avance, les anticiper. Si on veut s'accorder 6 mois de repos, on ne veut plus travailler, on épargne, on fait ça avant. D'accord. Donc ça, c'est possible aussi quand on est indépendant. On peut décider de ne pas travailler pendant quelques mois, de se reposer, ou de faire le tour du monde, peu importe, ou de s'occuper d'un petit bébé aussi. Exactement. Eh bien, ces choses-là, on les anticipe, on les prépare. Donc voilà. Mais être sûr qu'après, on récupère une mission, on récupère un job, oui. Sympa. Mais c'est tout pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, moi, ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement, je comprends qu'on puisse avoir peur. J'ai eu très peur, moi aussi. J'ai eu très peur, moi aussi, bien sûr. Je comprends qu'on puisse avoir des doutes. J'ai été dans le doute, moi aussi. Mais quelque part, il faut pouvoir se dire, ok, mais mes doutes, c'est quoi? J'ai peur de quoi? Et une fois qu'on a ces réponses, avoir un plan et se donner les moyens d'éradiquer ces doutes et ces peurs. Mais je pense qu'avec un plan, on peut y arriver. Avec un plan précis, bien rodé, on peut y arriver. Et le mieux, c'est quand en plus on accepte de se faire aider par des professionnels. D'accord. Voilà, donc je dirais que ça, c'est mon petit mot de la fin. Super. Et je souhaite beaucoup de courage à tout le monde.